Bonjour auditeurs et auditrices de Rewmi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Une émission que la radio propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Amadou Ba, il est professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Limamou-Laye et il est le secrétaire national chargé des revendications du CUSEMS. Amadou Ba, bonjour. Et bonjour, merci d'être là ce matin parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Dans l'ordre de l'émission, dites-nous un peu de manière brève qui est Amadou Ba. Bon, Amadou Ba, c'est donc un professeur d'histoire-géographie qui a commencé à enseigner à Fatick, où j'ai eu donc à durer un peu là-bas, avant donc de gagner un poste au niveau du lycée Limamou-Laye depuis 2011. Bon, et aussi également depuis donc 2006, je suis donc militant du CUSEMS. J'ai eu donc à participer à toutes les grandes batailles du CUSEMS, en tant que militant, mais aussi en tant que responsable. D'accord. En Conseil des ministres, le chef de l'État, Amadou Ba, a demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de la Formation professionnelle et technique et au ministre des Finances et du Budget de finaliser dans les meilleurs délais et sous la supervision du Premier ministre un programme spécial de recrutement d'enseignants élargi sur 3 ans, c'est-à-dire 2025, 2026 et 2027, selon les spécialités et matières prioritaires ciblées. Quelle est votre lecture sur ce programme de recrutement? Voilà, d'abord nous, donc au niveau du CUSEMS, d'abord, ce que nous disons c'est clair. Tout recrutement doit passer par voie de concours. Ensuite aussi également par rapport à la situation donc liée au déficit d'enseignants. Ce que nous disons, c'est que le recrutement d'enseignants doit être régulier et en nombre suffisant. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un pays à boom démographique important. Donc, forcément, d'année en année, le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Et cela aussi également, on ne doit pas oublier le fait qu'au niveau du corps enseignant, ou bien du cadre enseignant, si vous voulez, c'est un cadre soumis, n'est-ce pas, à des attaques, mais aussi également à des maladies par rapport au métier qui est extrêmement éreintant. Chaque année, donc, on note beaucoup de maladies au niveau des enseignants, mais aussi également beaucoup de décès. Ce qui fait que ce recrutement, pour nous, on n'a même pas donc besoin de faire une déclaration, parce que c'est un recrutement qui est normal. Donc, au Sénégal, nous avons une natalité qui est importante. Forcément, il y aura un nombre d'enseignants. Mais aussi également, nous demandons également à l'État de prévoir des réserves foncières dans certaines zones urbaines pour qu'on puisse donc y construire de nouvelles écoles. Il y a des zones où on a du mal à construire de nouvelles écoles, faute de réserves foncières. Mais, nonobstant également, nous tenons donc à saluer cette mesure. Mais pour nous, il ne doit pas également être une simple déclaration. On doit aller vers des actes beaucoup plus importants. D'accord. Mais chaque année, on parle de déficit d'enseignants et souvent, il y a les promesses du gouvernement de faire des recrutements massifs. Et chaque année, c'est la même rengaine. Cette fois-ci, êtes-vous confiant avec ce nouveau gouvernement? C'est que vous savez, je vais maintenant vous dire une chose. Ce qui se passe au niveau des écoles, face donc au problème lié au déficit d'enseignants. Vous savez, il y a des disciplines où on devait faire 6 heures par semaine. Donc, on les réduit à 4 heures. Faute d'enseignants. Il y a aussi également des zones où il n'y a pas d'enseignants, on regroupe les classes. Et ça déteint sur le niveau des élèves. Mais aussi également, ça déteint sur les résultats. C'est pourquoi nous avons dit, un pays qui se dit souverain, un pays qui va aller de l'avant, qui va émerger, forcément doit mettre l'accent au niveau de l'éducation. Parce que c'est le capital humain qui est le plus important dans un pays. Ce n'est ni les ressources pétroliques, ni les ressources halieutiques, mais c'est le capital humain. Et malheureusement, je crois que nos gouvernants n'ont pas encore cette prise de conscience qu'il faut investir dans l'éducation. Et pour nous aussi également, cette déclaration, encore une fois, nous attendons un recrutement par voie de concours et un recrutement massif. Parce que aussi, nous ne sommes pas des nombres, nous ne sommes pas des chiffres, nous sommes des êtres humains. Alors que c'est l'intelligence en mouvement. Et on ne peut pas nous quantifier. Nous, on ne peut pas nous chiffrer. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup d'académies, il y a des enseignants malades. Et ça, je l'ai dit, c'est lié aux conditions. Parfois, on dénonce les abris provisoires parce qu'on dit que ce n'est pas normal. On parle uniquement pour les élèves. Mais on oublie qu'il y a un fonctionnaire, il y a un représentant de l'État qui exerce
dans des conditions exécrables, dans des conditions inhumaines, qu'un autre État, qu'un autre agent de l'État ne penserait même pas effectuer. Je crois que c'est ça où réside le mal. Et même parfois, je dis que les parents d'élèves, parfois, ils n'ont pas cette conscience. Ils ne font que regarder l'intérêt de leurs enfants et ils oublient que devant les enfants, il y a un enseignant qui a donc laissé des conditions de vie meilleures ailleurs et qui se met dans des abris et qui donc s'expose aux intempéries. D'accord. Justement, nous restons dans ces abris provisoires. Un conseil des ministres toujours, le président qui invite également le Premier ministre à accélérer la mise en œuvre du programme d'urgence de résorption des abris provisoires avec la mise à contribution des forces armées, notamment du génie militaire, dans l'exécution diligente de travaux. Quelle est votre appréciation? Vous savez, par rapport aux abris provisoires, je crois qu'un pays sérieux, dans un pays sérieux, on ne devrait même pas parler d'abris provisoires. Et à l'heure actuelle, on n'a plus d'abris provisoires, mais nous avons des abris permanents. Vous savez, même à Dakar, dans la région de Dakar, on retrouve dans les établissements des classes en abri provisoire. Dans les zones rurales, n'en parlons pas. Elles font loi. Elles font loi. C'est des classes en abri provisoire qui font loi. Et pour nous, ça, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Parce que c'est comme s'il y a donc un retour vers l'école coloniale. L'école d'avant l'indépendance, où le blanc venait faire donc des cours à l'air libre. Là, c'est beaucoup plus grave. Maintenant, cette mesure, si elle est appliquée, je crois que ce serait une très bonne chose pour la nation, encore une fois. Mais aussi également pour le système donc, éducatif en particulier. Maintenant, nous sommes comme c'est injuste. Donc, on va regarder. Parce que aussi, donc, on en a tellement vu en termes donc, de promesses que pour nous, l'essentiel, c'est de voir donc les gens faire l'œuvre. Bien sûr. Mais êtes-vous confiant avec ce nouveau gouvernement? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes maintenant comme c'est injuste. Nous ne faisons qu'attendre les résultats. Donc, quand les gens prennent des engagements, nous, on ne peut que donc les regarder jusqu'à ce que cet engagement soit effectif. Bien sûr. Voilà. D'accord. Lors de la conférence de l'Union africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qui s'est tenue en Mauritanie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait le plaidoyer pour plus de financement pour le secteur de l'éducation. Une bonne chose selon vous? Bon, vous savez, pour nous, l'éducation doit être un domaine de souveraineté nationale. Et malheureusement, il y a des hommes politiques qui oublient que qui paye commande. Oui. Si donc nous devons attendre des investissements de l'étranger pour financer l'éducation, malheureusement, on n'ira nulle part. C'est-à-dire que c'est à partir de nos ressources nous-mêmes qu'on devrait financer l'éducation et en faire un domaine de souveraineté nationale, au même titre que l'armée. Mais si malheureusement on croit qu'on doit capter les fonds de l'extérieur, je crois que malheureusement, on va être dans un surplace. On n'ira nulle part malheureusement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas? Augmenter le budget? Non, ben voilà. Vous savez, avant 2013, dans les établissements, nous avions d'abord des budgets de fonctionnement des établissements qui ont été drastiquement réduits. Aujourd'hui, vous allez dans l'école, l'environnement scolaire est dégradé. Il n'y a pas de personnel d'appoint. Parfois, on a donc des problèmes de craie, des problèmes de papier et même des problèmes d'encre parce que le budget a été réduit. Pour nous, il faut donc revoir l'usage des ressources allouées à l'école et aussi en faire une gestion efficiente. Mais aussi également investir parce que je crois qu'encore une fois, je l'ai dit, l'éducation n'a pas un coût, n'a pas un prix. Et les gens se disent souvent, si on pense que l'éducation coûte cher, on n'a qu'à ignorer, on n'a qu'à donc essayer l'ignorance. Et je crois que par rapport à ce secteur, encore une fois, l'État devrait mettre l'accent dans le secteur éducatif. C'est à partir de là qu'on peut avoir d'autres ressources dans les autres secteurs. Et l'école devrait être donc au centre de la préoccupation de la nation. Et pour nous, encore une fois, c'est à l'État du Sénégal de définir la politique éducative et de financer la politique éducative. D'accord. Pensez-vous que le Sénégal est un exemple d'engagement pour l'éducation?
D'engagement par rapport à quoi? Beaucoup plus précis, si possible. Engagement par rapport à l'investissement. Bon, je dis quand, parce que nous aussi, vous savez, nous, on ne peut pas penser par rapport à des référents, à des pays de référence. Oui. Pour nous, on doit avoir une pensée inclusive d'abord. Je crois qu'à l'état actuel, le système que nous avons, avec les moyens mis en place, ne permettent pas, n'est-ce pas, de favoriser un décollage ou encore une émergence. Et ça, c'est le constat révélé par les abris provisoires, mais aussi également par le manque de matériel technique. Et ça pose problème. Pour nous, cela reste. Et le chantier est grand. D'accord. Le président Bassirou Diomaye Faye a également annoncé que l'histoire du massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises en 1944 sera désormais enseignée dans les écoles malgré les zones d'ombre autour Bon, vous savez, moi là-bas, j'ai un petit problème en tant que professeur de géographie. Oui. Parce que depuis que j'enseigne, donc nous avons des parties donc, dédiées au massacre donc, des tirailleurs de Tchari. D'accord. C'est pourquoi quand on dit donc désormais, c'est cette condition on l'a jamais enseignée. Donc vous avez donc au niveau de la classe donc, de troisième, il y a donc un dossier à réaliser par les élèves sur les tirailleurs. Maintenant aussi là, donc la leçon également sur donc la décolonisation en Afrique noire, particulièrement du Sénégal. Quand on fait la partie donc relative à la conférence de Brazzaville, mais on va aborder le massacre de Tchari. Maintenant pour nous, si on doit revoir le programme, ça doit être une vue d'ensemble, une vue globale. Mais ce n'est pas de venir et prendre des parties qu'on va mettre. Parce que aussi, nous avons un programme qui fonctionne dans une sorte d'entonnoir. C'est pourquoi il faut avoir une vision beaucoup plus globale pour prendre certains aspects. Mais aussi également dire que l'histoire, on ne peut pas jouer avec l'histoire comme ça. Il faut voir, n'est-ce pas, donc ce qu'on voudrait par rapport à, à ce module lié au massacre de Tchari. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, pour nous, il est extrêmement donc, important d'enseigner les faits, les événements qui ont donc des impacts dans l'évolution du pays. Bien sûr. D'accord. La réforme du curricula également, c'était une doléance de vous enseignants ainsi que les élèves. Qu'en est-il de ce combat? Bon, nous sommes toujours là. Je crois que, comme donc, je l'ai dit, depuis donc l'avènement du nouveau régime, c'est le statu quo. On note juste des déclarations d'intention. Et encore une fois, nous sommes là, donc nous les attendons, de voir ce qu'ils ont promis, est-ce que réellement sera effectif, oui ou non. Voilà. Donc c'est toujours à l'ordre du jour? À l'ordre du jour, oui, forcément. Forcément. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Il faudrait faire par rapport à ça. Vous savez, donc les réformes vont concerner toutes les disciplines. Maintenant, pour nous, encore une fois, c'est en fonction de la politique définie par l'État. Vous savez, c'est l'État qui définit la politique éducative, qui voudrait, par rapport donc au programme, obtenir un résultat fini à la fin du système éducatif. Mais c'est aussi également par rapport donc aux politiques que nous allons réagir. Mais pour nous, d'abord, il faut aussi le dire, nous avons un système. Même si c'est volumineux, le programme est volumineux, le programme est vaste. Mais c'est le même programme qui nous a formés, qui vous a formé, qui m'a formé, qui a formé les médecins et tant d'autres personnes. Donc ce n'est pas un programme qu'on doit jeter à la mer. Je crois que par rapport donc à ça aussi, et forcément dans un pays, il y a des dynamiques, un pays doit donc évoluer. Je crois que c'est par rapport à cette vision qu'on devrait donc faire une réforme des curricula. Et je crois que nous avons donc des experts dans le système éducatif qui ont donc eu à mener la réflexion, et cela depuis longtemps. Je crois qu'il faut juste avoir une politique, n'est-ce pas, mais aussi également être de bonne foi pour pouvoir donc appliquer les différentes réformes. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il faudrait tout changer selon vous ou bien juste améliorer? Tout changer, je crois que ce serait donc impossible de tout changer. Mais forcément, à partir donc de l'existant, on peut apporter des améliorations, on peut aussi également apporter des changements fondamentaux. Voilà. D'accord. L'introduction des langues locales et de l'anglais, est-ce effectif au niveau des écoles? Ça devait débuter cette année? C'est au niveau des phases test pour l'élémentaire.
Vous savez, par rapport aux langues nationales, l'État avait mis en place des programmes, avec donc la lecture pour tous. Et je crois que cela concernait dans un premier temps 7 académies. On devait aller vers une extension par rapport aux autres académies. Mais ce programme a pris fin à ce que je sache. Maintenant, par rapport aussi à l'anglais, je crois qu'on ne doit pas mettre les charrues avant les bœufs. On devait d'abord préparer les enseignants avant d'annoncer donc la mesure. Malheureusement, on a eu à faire l'inverse. La mesure a été annoncée et maintenant on veut préparer les enseignants à aller enseigner l'anglais dans l'élémentaire. Donc, je crois aussi également, par rapport aux mesures qu'on devrait prendre, il faut bien les réfléchir. Je crois, comme disait l'autre, même si on est pressé, mais on doit aussi marcher lentement. Oui. D'accord. Donc actuellement, les enseignants sont en phase de formation. De formation pour pouvoir donc aller dans les écoles et enseigner l'anglais au niveau du cycle élémentaire. D'accord. Donc le gouvernement n'avait pas tenu en compte tout cela. Bon, vous savez, je crois que, je l'ai dit ici, nous sommes dans une phase où les gouvernants n'ont que des déclarations d'intention. Mais pour nous, rien n'est encore concret, malheureusement. D'accord. D'accord. Et c'est valable pour les langues locales et pour l'anglais? Non, j'ai dit les langues locales. Il y avait déjà un programme qui est là. D'accord. Qui a toujours existé par rapport donc à la promotion des langues locales. Et moi, pour moi, on devrait poser un débat, donc forcément par l'apport donc à l'utilisation de toutes les langues, aussi bien locales que étrangères, par rapport également à notre programme, mais par rapport à la politique éducative que la nation voudrait mettre en place. Ce n'est pas qu'il y a des discours populistes ça et là qu'on devrait forcément aller vers, n'est-ce pas, donc, la mise en place de ces politiques sans pour autant donc, étudier les contours. Effectivement, vous avez raison. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume et nous recevons Amadou Ba. Il est professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Limamoulaye. Il est le secrétaire national chargé des revendications du CUSAMS. Amadou Ba, aujourd'hui, on a noté une accalmie depuis le début de l'année scolaire 2023-2024. Il n'y a pas de grève ni de mouvement d'humeur. Est-ce à dire que vos revendications sont satisfaites? Je préfère qu'il n'y a pas encore de grève. Je crois que c'est le terme le plus approprié. Pour le moment. Pour le moment. Vous savez, nous sommes en union avec le SAEMS. Nous avions déposé donc un préavis l'année dernière qui vient à son terme le 12 décembre. Et on va donc renouveler ce même préavis. Par rapport à nos revendications, il y a deux aspects. Il y a d'abord le passif, que le gouvernement n'a pas encore réglé. Donc, l'actuel régime n'a encore rien fait par rapport à ce passif. Mais aussi également par rapport à nos revendications et que le régime, lors, n'est-ce pas, donc, de la campagne électorale, avait pris des engagements par rapport à un certain nombre de points liés à nos revendications. Et à l'heure actuelle, encore une fois, rien n'a encore été fait. Rien du tout. Et nous sommes des légalistes. On a eu donc à déposer un préavis. Donc, le présent préavis, à la fin de son expiration, je crois que nous avons le droit d'aller en mouvement. Donc, le préavis, c'est un alerte. On lance un alerte au niveau du régime pour leur dire que, attention, si les points qui sont là ne sont pas réglés, mais forcément, on ira vers des tensions. Et nous sommes des syndicalistes et les syndicalistes, malheureusement, n'ont que la grève pour se faire entendre. D'accord. Et quels sont ces passifs dont vous parlez? Vous savez, le passif, il y a d'abord la question liée aux décisionnaires. Vous savez, ce corps pour nous n'aurait jamais dû exister. Donc, en le créant, l'État a créé une injustice qui va donc se répercuter au niveau de la retraite, notamment, même s'il y a d'autres conséquences. Et pour nous, l'ancien régime avait pris un engagement de régler le problème lié, n'est-ce pas, au corps des non-fonctionnaires. Et malheureusement, je crois que la dernière rencontre avec le gouvernement, nous avions boycotté cette rencontre. Parce que d'abord, le formant ne s'y est pas, mais aussi également, par rapport aux ministres concernés, nous avions que la présence d'un seul ministre. Et pour nous, c'était un manque de respect
donc à l'encontre des enseignants que nous sommes. Aujourd'hui, c'est également le système de rémunération. Je tiens donc à préciser que le régime en place, lors des campagnes, avait pris l'engagement donc de régler, bien donc, de corriger le système donc, des salaires à travers l'étude menée par le cabinet MGP Afrique. Cette étude avait noté donc, des disparités, des inégalités au niveau du régime indemnitaire. Et pour nous, un régime soucieux donc de son développement devrait régler d'abord la question de la justice. Et nous sommes victimes d'une très grande injustice. Et on doit forcément donc régler la question sur le système de rémunération. Et pour nous, si cette question n'est pas réglée, il faut attendre à des troubles. Et ça, c'est une question qu'on ne peut pas négocier. L'autre également, c'est le système de retraite. Pour nous, nous sommes dans un cadre. L'enseignement, c'est pas encore, c'est un cadre. Il va du préscolaire au supérieur. Ailleurs, on note que des enseignants partent à la retraite avec 85% de leur dernier salaire. Il y en a qui, malheureusement, ne peuvent même pas avoir le 8e ou bien le 6e. Pour nous, il faut donc harmoniser le système de retraite. L'autre question également, même si ça également, on note un début de solution qui n'est pas encore effective, c'est la formation des enseignants toutes les de diplômes académiques. L'État donc a ouvert des plateformes pour la formation. Nous standons aussi également par rapport à une question importante. Vous savez, on nous dit que l'actuel régime a épongé la dette intérieure, mais on oublie que nous sommes les plus grands créanciers. L'État nous doit beaucoup d'argent à travers ce qu'on appelle les rappels. Mais les rappels, en réalité, devraient être considérés comme une dette. Et en payant une dette, mais on devait forcément y mettre des intérêts. Mais malheureusement, ce qu'on constate, au lieu de nous payer des intérêts, mais l'État, n'est-ce pas, donc, fait des coupes, voire donc des impôts, mais extraordinaires. Et pour nous, il est temps d'éponger, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les rappels. Parce que pour nous, c'est une dette intérieure et l'État donc nous doit payer, n'est-ce pas, notre dette intérieure. Il y a aussi également beaucoup de questions, comme nous l'avons dit, avec les abris provisoires, mais aussi également le recrutement d'enseignants, le budget des établissements et surtout également, vous savez, au Sénégal, la justice concerne surtout le cadre enseignant. Nous avons ce qu'on appelle les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, qui après avoir fait Bac plus 6, vont faire une autre formation d'1 an pour faire Bac plus 7. Ils sortent, ils restent dans la même hiérarchie. Ils sont A1, ils restent A1. Et pour nous, ça c'est une très grande injustice. Et pour la correction, nous demandons à ce qu'ils soient reclassés de la hiérarchie A1 à A1 spécial, comme dans les autres corps. Je crois que l'État, il sait les problèmes dont nous sommes victimes et je crois que pour nous, il y a une période d'attente et cette période maintenant donc, est finie. Forcément, on règle, on corrige, bien, malheureusement pour nous, on sera donc obligé d'aller en grève. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette accalmie, c'est peut-être qu'il y a un début de solution. Donc, selon vous, quel jalon doit-il poser pour maintenir cette stabilité? Je n'ai pas dit que par rapport à cette accalmie, il y a un début de solution. J'ai dit par rapport à certaines questions liées à la formation, il y a un début de solution. Maintenant, pour nous, il n'y a pas d'accalmie. On avait déposé un préavis qui arrive à terme, n'est-ce pas, le 12 décembre. On va donc déposer un autre préavis dont l'expiration va prendre fin au mois de janvier. Et là, d'ici là, le gouvernement a les coups de franche pour régler l'essentiel des problèmes posés par les syndicats d'enseignants. Maintenant, si rien n'est fait, nous serons donc obligés de déterrer la hache de guerre. D'accord. Donc, dans ce cas, quelles sont exactement les revendications qui sont présentement sur la table? Je l'ai dit ici, c'est le système de rémunération qu'on doit corriger en fonction de la hiérarchie. Mais aussi également, c'est donc l'harmonisation du système de retraite qui devra donc prendre en compte la question non seulement des fonctionnaires, mais également des non-fonctionnaires appelés les décisionnaires et les contractuels. Aussi également la question de la formation des enseignants, le mode de paiement des sommes dues aux enseignants qu'on appelle le rappel, mais aussi également la gestion de la carrière.
Vous savez, nous sommes dans un pays, bien l'un des rares pays, où les gens sont donc obligés d'aller en grève pour des questions qui sont liées à la normalité. L'État, dans un pays normal, on ne devrait même pas parler de lenteur administrative. Et comme moi, en tant que professeur, donc j'ai fait un devoir, donc je garde les copies pendant des mois sans pourtant donc les rendre aux élèves. Et pour nous, ça c'est insensé. Donc voilà, donc autant de questions. Et là également, comme hier ils l'ont dit, nous avons exigé un recrutement en nombre suffisant et régulier d'enseignants. Je crois qu'ils ont annoncé une mesure. Donc on est là pour attendre de voir ce que cela va donner. D'accord. Voilà. Parfois, les affectations et les mutations d'enseignants posent également problème, surtout dans certaines zones. Bon, vous savez, peut-être moi, donc, je suis donc au niveau du mouvement national. Et cela, en fait, ça, c'est un problème lié à l'aménagement du territoire. Oui. Vous savez, il y a des fonctionnaires qui refusent d'aller à Kédougou, qui refusent d'aller à Tamba, qui refusent d'aller à Matam, qui refusent d'aller, donc, au niveau de Ranero. C'est le même problème que l'on note avec les enseignants. C'est que l'enseignant est affecté dans des zones extrêmement reculées, qui manquent de tout, sans aucune mesure d'accompagnement. Mais forcément, cette zone devient une zone déshéritée. Cela aussi devient une zone de départ. Mais les conditions d'existence au niveau de ces zones font que beaucoup d'enseignants tombent malades. Voilà. Et malheureusement, ils sont donc obligés de faire un dossier médical pour quitter la zone. Et cela également pose un autre problème, c'est la rupture d'égalité entre les enfants de la nation. Ailleurs, ils ont des enseignants et là, ils n'ont pas d'enseignants. Et pour nous, encore une fois, le problème lié donc à l'affectation des enseignants qui est pris par le mouvement national devrait être revu. Mais encore, il devrait être beaucoup plus motivé. Parce qu'il y a des zones, imaginez-vous, qui manquent de tout. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de connexion. Et vous imaginez l'État qui affecte son agent et il le met dans un danger, dans un risque. Je crois que c'est à l'État donc de l'accompagner, quitte même à mettre en place donc des indemnités, voire des primes pour les motiver et les inciter à rester au niveau de ces zones-là. D'accord. Mais il semble que ces primes-là ou indemnités soient minimes parce que je pense que... est-ce que d'abord le traitement est le même pour les enseignants qui sont affectés ici à Dakar? Du tout. Ils ont le même traitement. Dans les régions lointaines. Le même traitement. D'accord. Ils ont le même traitement malheureusement. Et pour nous, cela pose problème. On ne peut pas prendre quelqu'un, l'amener donc à Etchelo, ou bien l'amener au niveau des îles de Salo, sans aucune mesure d'accompagnement. On dit que juste vous êtes donc un agent de l'État, allez-y maintenant votre travail. Et au niveau même des abris provisoires, je vais vous révéler une chose. L'essentiel des abris provisoires sont construits par les anciens eux-mêmes. Parce qu'ils viennent dans une zone qui manque de tout. Maintenant, pour faire donc enseignement apprentissage, ils sont obligés de construire les abris provisoires. Et vous trouvez ça normal dans un pays qui aspire à aller de l'avant. Et pour nous, les affectations, les zones de départ devraient être revues, encore une fois, quitte même donc à motiver les enseignants qui sont affectés dans ces zones, pour les inciter au moins à rester. Parce qu'il ne faut pas vivre dans des zones où le climat est assez élevé, donc les conditions de vie ne sont pas les meilleures. Et maintenant, vous l'avez dit donc à l'enseignant, restez ici. La preuve, nous sommes le seul cadre où dans les zones les plus reculées, le seul agent de l'État que l'on retrouve, c'est l'enseignant. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas d'infirmier. C'est l'enseignant qui est là-bas. Et quand on parle de l'État donc au Sénégal, l'État c'est les enseignants. Parce qu'il y a des populations, nuit n'était la présence de l'école. Pour eux, l'État n'existe pas donc, au niveau de leur zone. C'est parce que l'enseignant est là-bas qu'ils se disent que l'État est là. Mais malheureusement, ce même État donc, ne met pas les enseignants dans les conditions les meilleures de travail. Donc, c'est l'une des raisons, on peut dire que c'est l'une des raisons du déficit d'enseignants parce qu'il n'y a pas de motivation derrière. Non, en fait, ce n'est pas lié au déficit. Le déficit est lié au manque de recrutement.
Ça, il faut qu'on le dise. Non, non, je veux dire, par exemple, dans certaines zones, si les enseignants quittent, demandent à être mutés ailleurs, par exemple, dans la région de Matam, il y a, par exemple, s'il y a 500 enseignants qui quittent, alors qu'il n'y a pas d'enseignants qui viennent remplacer, ça peut constituer un déficit. Vous savez, je l'ai dit ici, les zones de départ sont les zones de Matam, de Podor, de Sédhiou, de Kolda, de Kédougou, et même aussi de Ranéo. Mais aussi, ce ne sont pas des zones attractives, comparées à Thiès, à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis ou même à Ziguinchor. Et ça pose la lancinante question de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est une question globale que l'État devait prendre en charge. Il y a des zones dans ce pays qui manquent de tout, d'infrastructures, de routes, n'est-ce pas, de réseaux téléphoniques, d'électricité et même d'eau. Et personne, je dis bien, même les populations quittent ces zones à travers ce qu'on appelle l'exode rural. Maintenant, on voudrait que l'enseignant reste donc, au niveau de ces zones, il manque de tout. Et cela, encore une fois, n'est pas lié au déficit. Le déficit, c'est global, c'est général. Vous allez à Dakar, vous allez à Saint-Louis, il y a des déficits énormes. Vous venez ici au niveau de la banlieue, pour résorber, bien, pour cacher donc le déficit, on regroupe des classes. On peut aller jusqu'à 120 élèves par classe, parce qu'il n'y a pas d'enseignants, ou bien il n'y a pas de classe. C'est pourquoi pour nous, si on recrute, ce serait une très bonne chose, mais aussi également, il faut songer à motiver les enseignants qui sont dans les zones déshéritées, où aucun autre agent de l'État ne voudrait être affecté. C'est ça la question. D'accord. Et qu'en est-il souvent des ordres de service délivrés par le ministère de l'Éducation? Bon, vous savez, le ministre, il a ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Il peut affecter qui il veut. Mais pour nous, notre question, c'est quoi? C'est que si vous affectez un enseignant, vous devez recruter d'autres enseignants pour pouvoir les remplacer. Et malheureusement, cela n'est pas le cas. Oui. Et ça n'est pas le cas, malheureusement. Ça pose problème. Oui, forcément, voilà, forcément. Oui. D'accord. Amadou Ba, aujourd'hui, l'année tire donc à sa fin. Nous sommes donc à quelques jours de la fin de l'année 2024. Quel bilan faites-vous de cette année 2024? Bon, ça a été une année mouvementée, marquée par l'arrestation de beaucoup d'enseignants, liée donc au contexte politique. Non, liée donc au contexte politique. Mais aussi également, c'est une année où beaucoup de décisions prises par l'État de manière globale n'ont pas été respectées. Et pour nous, l'année 2025 devrait être une nouvelle année, une année de départ. Il va faire donc de ce système éducatif un système performant dans lequel l'enseignant, qui est donc au centre, devait être beaucoup plus motivé par rapport à sa mission. Et pour nous, c'est important, c'est capital. Voilà. Et quelles sont ces décisions qui ne sont pas respectées? Ça, je l'ai dit, hein, les décisions qui ne sont pas respectées, c'est la correction du système de rémunération. C'est la question des dictionnaires. C'est la formation. C'est l'appurement des rappels, qu'on peut appeler des dettes. Mais aussi également, c'est la résorption des abris provisoires. C'est le recrutement en nombre conséquent d'enseignants. Mais aussi également, c'est le respect des délais par rapport au paiement des indemnités. Et ça, c'est important. Vous savez, nous sommes les seuls agents de l'État qui partent en mission et qui attendent 5 mois après de pouvoir rentrer dans leur fonds. C'est pourquoi nous allons exiger de ce nouveau régime le paiement de toutes les sommes liées aux examens avant la rentrée scolaire de l'année prochaine. Parce qu'on ne peut plus maintenant être là, aller en mission qu'on va préfinancer et revenir attendre 5 ou 6 mois pour rentrer dans nos fonds. Voilà. D'accord. Et s'agissant des enseignants décisionnaires, qu'est-ce que vous réclamez? Nous avons dit que le problème fondamental, encore une fois, réside au niveau de la retraite. Et nous exigeons à ce qu'on harmonise la retraite dans le cadre enseignant du préscolaire au supérieur.
Et pour nous, dans le supérieur, les gens se gardent donc 85%, n'est-ce pas, de leur à la retraite. Nous demandons la même chose. Voilà. D'accord. Et ils sont au nombre de combien, ces enseignants décisionnaires? Bon, le périmètre que dont le ministère avait dit, c'est autour de 10 000. Autour de 10 000 d'enseignants qui sont victimes d'une grande injustice une fois donc la retraite. D'accord. Et pourquoi on les appelle enseignants décisionnaires? Vous savez, il y a donc un statut qui fait qu'au niveau de la fonction publique, nous avons deux catégories, les fonctionnaires et les non-fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires qui sont recrutés avant 30 ans. Donc, les non-fonctionnaires, qu'on appelle donc communément les décisionnaires, qui sont recrutés après 35 ans. Et pour nous, cela pose problème. Et dans ce même corps également, nous avons des enseignants contractuels qui partent à la retraite en étant des contractuels. C'est pourquoi nous avons maintenant, pour une question de justice, une question d'équité, on devrait régler le problème fondamental qui est la retraite par une harmonisation du système de la retraite. Mais ils sont quand même nombreux, ces décisionnaires. Oui, très nombreux. Oui. Très nombreux. Mais je crois que l'État a donc les moyens de pouvoir donc régler le problème. D'accord. Et quels sont les défis à relever pour l'année 2025 concernant le secteur de l'éducation nationale? Je crois que ça, je l'ai dit, c'est d'investir dans la qualité. C'est de construire des écoles qui respectent les normes donc, internationales. C'est aussi également de mettre le matériel didactique, mais aussi de recruter des enseignants en nombre suffisant et de revoir les curricula. L'État donc a promis des réformes, donc nous attendons les résultats de ces réformes. Et pour nous, à partir maintenant de cela, je crois qu'on pourrait donc ajuster et espérer avoir un très bon système éducatif. D'accord. Vous m'aviez dit que vous deviez rencontrer la tutelle. Oui, demain. Demain, je crois que demain, à partir de 15 h, nous avons une rencontre avec le gouvernement. Voilà. D'accord. Et l'objet, c'est quoi exactement? Bon, ils ont dit que c'est donc le suivi des accords que nous avions signé avec l'ancien régime. Mais je crois aussi également, nous les attendons particulièrement sur 3 ou 4 points, notamment la correction du système donc, de rémunération par rapport à la hiérarchie des gens de l'État, mais aussi également le système de retraite, le paiement des rappels, des sommes dues, la formation des enseignants. Maintenant, la question des décisionnaires, pour nous, elle est prise en compte par la question liée à la retraite. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que cette année 2024 a été marquée par beaucoup d'arrestations du côté des enseignants. Mais dites-nous un peu, depuis l'arrivée de ce nouveau régime, qu'en est-il exactement selon vous? Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à l'ancien régime? Bon, vous savez, nous, on ne raisonne pas en termes de régime. On raisonne en termes d'État. D'accord. Pour nous, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Effectivement. Et quand je dis l'État n'a encore rien fait, je parle aussi bien de l'ancien régime que de l'actuel régime. Donc, on ne peut pas donc de distinguo. Demain, on rencontre le gouvernement. Pour nous, on va rencontrer l'État du Sénégal. Et le passif laissé par l'ancien régime, n'est-ce pas également, c'est le passif porté par l'actuel régime. La question aussi également liée au système de rémunération, c'est également la question portée par l'actuel régime. C'est pourquoi nous, si donc vous entendez souvent, je dis État. Et pour nous, pour l'instant, l'État qui est là n'a encore rien fait par rapport à nos revendications. D'accord. Vous pensez que l'État n'a rien fait? Non, je dis non, ça c'est un constat qui est là. Ça, c'est le statu quo. Rien donc n'a évolué depuis l'année dernière. Donc, forcément, le constat, c'est quoi? Non, rien fait encore. D'accord. Donc, le Jubanti n'a pas encore donné de résultat? Pas encore. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Amadouba. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. Cet entretien, le mot de la fin, c'est quoi? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Et j'appelle donc les enseignants donc, à beaucoup plus de vigilance, mais aussi également à être prêts, mais ça pour qu'on puisse, si
donc le gouvernement ne respecte pas ses engagements, donc à enclencher le bras de fer. D'accord. Merci beaucoup, Amadou Ba. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Alima Moulay et vous êtes le secrétaire national chargé des revendications du CUSAMS. Merci beaucoup, Sylvie. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée, ma chère. Bonne journée. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h. Merci à Diao Diallo et Bachir Sissi pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.